Votre rendez-vous juridique. Nul n'est censé ignorer la loi avec Avocazur, barreau de Draguignan. Bienvenue à tous dans votre rendez-vous de conseil juridique sur Azur TV. Nul n'est censé ignorer la loi, en partenariat avec l'Ordre des avocats du barreau de Draguignan. Nous sommes toujours ici depuis cette très belle bibliothèque et pour m'accompagner cette semaine, le bâtonnier Daniel Robert. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Merci maître. Nous allons parler d'un dossier important, d'un sujet important. C'est le cas évidemment à chaque rendez-vous. Mais là, nous allons parler du dommage corporel qui concerne là aussi un grand nombre de citoyens. Notamment après les accidents de la route, puisque ce sont 75% des cas que vous gérez, que vous avez à traiter. Peut-être juste d'abord rappeler ce qu'on appelle dommage corporel en deux mots, parce que ça va permettre de définir le sujet pour nos téléspectateurs. Alors, le dommage corporel, ça recouvre effectivement les blessures consécutives à un accident. Dans la plupart des cas, comme vous venez justement de le dire, les accidents de la circulation, ça c'est géré par la loi Badinter. C'est une loi du 5 juillet 1985 dont on a fêté les 30 ans donc l'année dernière. La deuxième cause, si on peut dire, ce sont aussi les accidents médicaux. Ça, c'est géré par la loi Kouchner du mois de mars 2002. Et puis, il y a tout le reste, toutes les causes d'accidents et de dommages corporels. Par exemple, j'ai récemment la chute d'une personne dans un supermarché qui a glissé sur un radis. Il y a une jurisprudence sur la feuille de salade. Enfin, toutes les chutes ou tous les accidents corporels qui peuvent entraîner des blessures et des séquelles. Alors, on l'a dit, 75% des dossiers liés aux accidents de la route. On le rappelle, la vitesse, l'alcool, danger essentiel, sont des circonstances aggravantes, bien sûr. Quand on parle d'indemnisation, de procédure suite à ces dommages corporels, on parle de quoi? Ça veut dire qu'évidemment, on est en lien avec l'assurance du tiers, dans le cas d'un accident de la route, par exemple, et que c'est à cette assurance de vous indemniser. Il faut faire attention à quoi? Alors, il faut d'abord déterminer quelle est la victime, parce qu'elles ont un sort qui est tout à fait différent en fonction de la loi Badinter. Une victime piéton ou non conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire un cycliste, est quasiment tout le temps indemnisé. En revanche, le problème est un petit peu plus difficile pour les conducteurs, auxquels on peut reprocher effectivement des fautes de conduite, et ces fautes de conduite peuvent venir diminuer le droit à indemnisation. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne parle plus de responsabilité sur le plan civil, on parle de droit à indemnisation, où le droit à indemnisation est entier, ou il est diminué quand il s'agit de conducteurs et qu'ils ont commis une faute. En matière d'accident de la circulation, le plus important, c'est le procès-verbal. C'est-à-dire, c'est avec le procès-verbal qu'on va savoir qui sont les véhicules impliqués, qui sont les victimes, et les assureurs, puisque c'est une obligation de s'assurer quand on a un véhicule, vont intervenir et ils ont des obligations. Ils doivent, dans des délais précisés par la loi Badinter, faire des offres d'indemnisation provisionnelle et ils doivent aussi, c'est un processus, la loi Badinter, d'accélération d'indemnisation des victimes, ils doivent aussi proposer aux victimes d'être examinées par un médecin qui va rendre un rapport. Le délai de 45 jours, c'est ça ? Non, alors à partir du moment de l'accident, ils ont un délai de 3 mois à partir du moment où ils reçoivent le procès-verbal. D'accord. Il y a un organisme qui s'appelle TransPV qui permet pour les assureurs d'avoir plus rapidement le procès-verbal que de l'avoir par le parquet. Dès qu'ils ont la déclaration d'accident et le procès-verbal, ils ont un délai de 3 mois pour adresser à la victime une fiche de renseignement qui doit leur être retournée. Fournir les pièces justificatives. Et à partir de la réception de la fiche de renseignement, ils ont un délai de 3 mois pour proposer l'examen par un médecin conseil et offrir une provision. Mais provisionnel, bien sûr. Alors, quand on parle d'indemnisation après un dommage corporel, il y a un tas de catégories qui rentrent en jeu. Ça va de la prise en charge des soins, qui ont été les soins inhérents à l'accident. Et puis après, il y a tout un tas de conséquences, les séquelles physiques, notamment si vous ressortez handicapé de votre accident, les séquelles psychologiques, les conséquences sur le revenu aussi, si ça vous empêche de travailler. Il y a les séquelles aussi et les conséquences de convenance, c'est-à-dire si ça vous empêche de faire du tennis, par exemple, en loisir, un préjudice d'agrément, c'est le terme exact. Avec des barèmes aussi, on évalue de 1 à 7 pour certains types de préjudices et de 0 à 100, je crois que c'est pour le préjudice... Pour l'AIPP, pour l'atteinte à l'intégrité physique et psychologique. Donc là, c'est vraiment les grosses séquelles physiques. Donc tout ça, il faut aussi être bien au courant de ce à quoi on a droit.
Alors, il y a un acteur essentiel dans ce processus, c'est le médecin. Soit le médecin conseil de la compagnie d'assurance qui va examiner dans un cadre amiable, soit le médecin expert qui va être désigné par le tribunal, généralement par voie de référé, lorsque la victime n'accepte pas les conclusions du médecin amiable désigné par la compagnie d'assurance. Le médecin amiable va avoir dans sa mission, ou le médecin expert judiciaire, va avoir dans sa mission 20 postes de préjudice à examiner. Il va devoir répondre à 20 questions qui, comme vous l'avez indiqué, sont soit les préjudices qu'on appelait avant personnels, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, les pertes de revenus pendant la période d'incapacité totale, les pertes de revenus futurs si la personne reste atteinte de séquelles importantes. Bien sûr, si un chauffeur-livreur perd une jambe, par exemple... Exactement, c'est l'histoire du petit doigt du pianiste aussi. Hein. S'il y a une toute petite blessure au petit doigt, le pianiste, c'est terminé. Or, effectivement, pour une personne qui n'est pas pianiste, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Alors, tous ces postes de préjudice ont fait l'objet d'une réforme en fait en 2006, lors de la réforme des organismes des tiers payeurs. Je vous parlerai de la sécurité sociale qu'il faut toujours mettre en cause. Et on parle de nomenclature d'Intillac. Alors, d'Intillac, c'est un conseiller à la Cour de cassation qui présidait le groupe de travail et qui a mis en place, en fait, la liste des postes de préjudice qui doivent être examinés par les médecins, soit dans un cadre amiable, soit en expertise judiciaire. Alors là, on parle du rôle du médecin, mais parlons aussi du rôle de l'avocat, évidemment, puisque c'est notre credo dans cette émission, le réflexe avocat. Là aussi, le conseil qu'on peut donner, c'est peut-être que dès qu'une procédure s'enclenche, peut-être même dès qu'on est remis de l'accident, de s'adresser aussi à un avocat pour vérifier que toutes les procédures se passent en bonne et due forme, et surtout pour obtenir le conseil face justement à tous ces postes qu'il faut scruter, parce qu'on n'est pas de nous forcément au courant de tout ça. Alors tout à fait, c'est extrêmement important dès qu'effectivement la personne est remise sur pied en quelque sorte, ou sa famille aussi peut intervenir, c'est ce qui arrive dans les gros préjudices, de consulter un avocat qui va déjà vérifier le procès verbal, prendre contact éventuellement avec les compagnies d'assurance et intervenir, ça c'est important aussi, à l'amiable, parce qu'il ne faut pas toujours considérer que l'avocat est considéré comme intervenant au judiciaire. On a un rôle effectivement en amont et on peut très bien régler des dossiers d'accident en ayant une connaissance donc du dossier et des rapports d'expertise et des assurances dans le cadre amiable, puisqu'il faut encore rappeler que la loi Badinter, qui a donc maintenant plus de 30 ans, était une loi pour accélérer le processus d'indemnisation et, dans la mesure du possible, pour régler amiablement les accidents de la circulation. Alors, une question double. Quand on est dans une procédure à l'amiable, en combien de temps peut-on espérer être indemnisé? S'il y a contentieux, est-ce que cela peut s'éterniser? Alors, une procédure à l'amiable, les délais sont prévus par la loi Badinter. Lorsque les assureurs ne les respectent pas, ils peuvent être soumis à des sanctions, doublement du taux d'intérêt légal sur les sommes allouées en définitive. Donc les assureurs ont intérêt à payer. Voilà. Et il y a un point important, c'est qu'une fois que la personne est consolidée, c'est-à-dire une fois que le rapport d'expertise est déposé, l'assureur a un délai de 5 mois pour présenter une offre définitive d'indemnisation. Et c'est sur cette offre que nous avons un conseil à apporter en disant, bon là, par rapport au rapport d'expertise, c'est insuffisant, par rapport à la jurisprudence, vous pouvez espérer un petit peu plus. Voilà, c'est ça, c'est sur le calcul du barème aussi. On peut intervenir. Si on n'arrive pas à se mettre d'accord effectivement avec la compagnie d'assurance amiablement, à ce moment-là, on saisit le tribunal, soit par voie de référé pour obtenir une provision et une expertise médicale, soit au fond directement. Et là, il faut compter environ, au fond, il faut compter environ 1 an avant d'avoir un jugement, compte tenu des délais de procédure. Une question toute bête, mais si on a affaire à un conducteur qui n'est pas assuré, par exemple? Alors, si le conducteur n'est pas assuré... Ça se termine au pénal, forcément. Pas obligatoirement, c'est un peu indépendant, le civil et le pénal. Vous avez le fonds de garantie automobile qui indemnise... Voilà, okay. C'est un fonds qui est bien sûr financé à la fois par les contribuables pour moitié, par nous, et d'autre part par les compagnies d'assurance. Et c'est le fonds de garantie qui vient se substituer à l'assureur. Et donc ce fonds de garantie, bon, la procédure pénale, évidemment, d'un côté, on peut quand même entamer une procédure... Même sans procédure pénale, vous pouvez parfaitement avoir affaire au fonds de garantie. Ça, j'ai bien compris. On n'a pas le droit de l'assigner. Enfin, globalement, on n'a pas le droit d'assigner le fonds de garantie, mais on peut lui faire dénoncer des procédures et lui rendre opposable. Et est-ce qu'on peut quand même emmener la personne au civil pour obtenir réparation, dommages et intérêts, etc. Tout à fait. Et alors, quand on est au pénal, il y a la commission d'indemnisation des victimes, la CIVI,
Et là, le fonds de garantie est présent et il peut indemniser. Et au civil, on peut parfaitement rendre opposable au fonds de garantie donc une décision qui permet l'indemnisation de la victime. Alors, peut-être un mot simplement, parce que ça aussi, ça concerne des gens, les problèmes hospitaliers, quand on est victime, pas d'une erreur médicale, mais en tout cas quand on ressort par exemple d'une opération avec une séquelle qui n'était pas prévue, une paralysie, bon, les exemples sont multiples, une maladie nosocomiale par exemple. Là aussi, on a des recours, évidemment. Alors, tout à fait. Alors là, en matière de responsabilité médicale, il y a 2 points. Il y a le médecin est responsable, mais il faut qu'on prouve sa faute. C'est l'article 1142 du Code de la santé publique. Il faut prouver, évidemment, la responsabilité. C'est une responsabilité pour faute. Alors là, pour prouver la faute, il faut une expertise médicale, obligatoirement. Et il y a d'autres cas où il n'est pas nécessaire de prouver la faute et où l'établissement de santé, l'hôpital, ça c'est le tribunal administratif, ou la clinique, c'est le tribunal de grande instance, sont responsables, j'allais dire, de plein droit en cas d'infection nosocomiale, par exemple, et en cas d'aléa thérapeutique, donc sans faute. Et à ce moment-là, vous avez un autre organisme qui a un peu la même qualité que le fonds de garantie, c'est l'ONIAM, qui indemnise aussi, qui est un fonds commun. Évidemment, comme à chaque fois, là aussi, le conseil d'un avocat, le soutien aussi d'un avocat est important, d'autant qu'on n'a pas parlé de la dimension psychologique de l'avocat, mais c'est aussi une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène. Quand on est déjà handicapé, marqué psychologiquement, quand on a perdu son emploi par exemple, effectivement d'être aidé par un professionnel, ça permet aussi voilà, de se décharger psychologiquement. Tout à fait. Et puis alors, il est important dès le départ, que ce soit un accident de la circulation ou un accident médical ou un accident consécutif à une chute ou n'importe quel accident, de préparer dès le départ. Alors, c'est important d'aller voir l'avocat le plus rapidement possible pour constituer le dossier, parce qu'on ne pense pas effectivement à conserver toutes les justifications et le tribunal, effectivement, et même les assureurs en amiable ne prennent des décisions qu'au vu de la production des pièces justificatives. Donc ça aussi c'est un conseil, hein, même si dans les jours qui suivent vous n'avez pas contacté d'avocat, conservez bien les pièces justificatives de tout, voilà, de tout, parce qu'après on vous les demande et si vous ne pouvez pas les fournir c'est très, très compliqué. On rappelle le conseil ultime pour les conducteurs, les propriétaires de véhicules, alcool et vitesse, circonstances aggravantes dans un accident, donc ça peut avoir, outre les conséquences physiques et mortelles pour les gens avec qui on rentre en accident, voilà, devant un tribunal ou même pour un assureur, c'est des circonstances vraiment aggravantes. C'est des circonstances aggravantes et sur un plan pénal, l'assureur qui assure obligatoirement une voiture n'assure pas la défense pénale effectivement du conducteur qui est soit en état alcoolique, soit qui par exemple a commis un délit de fuite. Merci beaucoup, Madame Le Bâtonnier, d'avoir répondu à ces questions sur un dossier, là encore, qui nous concerne tous, puisque, effectivement, notamment sur la route, les dangers sont de plus en plus prégnants. Attention donc à l'alcool et à la vitesse, on ne cessera de le répéter. Merci à vous de nous avoir suivis également pour votre rendez-vous de conseil juridique sur Azur TV. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Nul n'est censé ignorer la loi. Avocazur, barreau de Draguignan, vous a présenté votre émission juridique Nul n'est censé ignorer la loi.